Bonjour madame, bonjour messieurs, de la start-up au grand groupe. Et dans un monde de plus en plus incertain, les cyberattaques menacent toutes les entreprises. Comment s'en protéger? Peut-on y échapper? Et surtout, comment réagir? Elena Poincet est CEO de Tetris, Michel Ogliaro est directeur de 1001 Vie Habitat et Yann Bonnet, directeur général délégué du campus cyber. Ils vont répondre à vos questions et aux questions de Sylvain Roland. Merci beaucoup Nicolas, bonjour à tous les trois, merci d'être avec nous pour ce débat sur la cybersécurité. Les cyberattaques qui sont un sujet majeur aujourd'hui, identifiés comme un des enjeux majeurs pour la France et l'Europe dans les 10 prochaines années. Mais pour beaucoup de TPE, de PME, ça reste encore un risque assez abstrait malgré la récurrence des cyberattaques dans les médias depuis plusieurs années. Donc concrètement, peut-être pour commencer ce débat, on va commencer par vous Yann Bonnet. Quel est l'état de la menace cyber aujourd'hui en France et en Europe? La cybermenace, c'est quoi? Alors, en fait, notre société se numérise depuis déjà quelques années. Pour le bien, on s'éduque, on se soigne avec le numérique. Et puis en même temps, ça peut être aussi un poison. Et plus la société se numérise, plus nos voitures se numérisent, plus il y a des... ou je sais pas... un frigo se numérise, plus il y a des surfaces d'attaque et ça peut poser des problèmes. Alors, derrière la cybersécurité, il y a plein de motivations possibles des cyberattaquants. Il peut y avoir des attaques de type espionnage, avec une motivation d'espionnage. Souvent, c'est plutôt étatique. C'est des attaques qui sont assez longues. Il peut y avoir aussi des attaques de type sabotage. Là, le contexte actuel international montre qu'il peut y avoir ce type d'attaque. Et il y a des cyberguerres, du coup, là. Il pourrait y avoir, voilà, on peut voir des choses de ce type. C'est très long aussi à préparer. Et il y a un autre type de motivation qui, là, nous concerne vraiment tous. C'est les cyberattaques de type les rançongiciels. Donc, c'est des petits logiciels qui vont vous bloquer un système d'information, votre ordinateur, et qui va vous demander une rançon pour le débloquer. Donc ça concerne, ça peut concerner tout le monde, la PME, le particulier comme le grand groupe. Et peut-être quelques chiffres pour situer un peu l'état de la menace. C'est déjà voilà, dans le top 10 du World Economic Forum en termes de risque au niveau mondial, la cybermenace. Au niveau mondial, certaines études montrent qu'on parle de 6 000 milliards de coûts. C'est assez gigantesque. Et moi, quand j'étais à l'Annecy il y a quelques temps, on voyait entre 2019 et 2020, on a vu une augmentation par 4 des rançongiciels. Donc là, on voit bien que ça concerne tout le monde et que la menace est assez forte et qui nécessite en fait un certain nombre d'actions. C'est un vrai secteur économique en fait, la cybercriminalité. Exactement, on voit des attaquants qui s'organisent, qui se font énormément d'argent parce que peut-être certaines entreprises sont peut-être pas assez matures ou certains organismes et donc s'industrialisent et vont voilà, s'organiser pour être extrêmement efficaces et essayer d'attaquer des personnes qui sont mal préparées. C'est ce qu'on appelle le cybercrime as a service, donc en fait le modèle économique du logiciel appliqué à la cybercriminalité, avec du coup des vendeurs qui vendent sur Internet des kits pour permettre à n'importe quel escroc en fait d'utiliser les armes de la cyber pour arnaquer des particuliers ou des entreprises. Et aujourd'hui, quelle est la progression de la cybercriminalité? Vous avez mentionné entre 2019 et 2020 que ça avait quadruplé, c'était en France, c'est ça? Ouais. Aujourd'hui, quelle est la tendance? La tendance, on voit qu'on a énormément de besoins. La tendance est plutôt... ça dépend des secteurs, j'ai envie de dire. Je pense que les grands groupes ont des moyens pour se protéger, même s'il faut continuer dans ce domaine. Il faut rester très humble. La menace peut arriver et évolue très vite. Je pense qu'on a des gros enjeux au niveau des PME et au niveau des collectivités, notamment. Où là, il y a un enjeu très fort de préparation, d'anticipation. On pourra peut-être en reparler par la suite dans la table ronde. Mais voilà, plus notre société se numérise, en quelque sorte, plus les surfaces d'attaque sont importantes potentiellement et où on a besoin du coup voilà, de s'entraîner et de solutions technologiques pour faire part. Alors, comme je disais en introduction, on a encore besoin de sensibiliser aux enjeux cyber, notamment pour les petites et moyennes entreprises et le secteur public. Et justement, on a ici dans ce panel, donc Michel Ogliaro, vous êtes le directeur de la performance économique chez 1001 Vie Habitat, excusez-moi. Vous êtes donc un bailleur social, donc une entreprise, enfin une organisation assez loin de la révolution numérique en gros, même si vous utilisez vraiment aussi des outils numériques. Et vous, dans la nuit du 12 au 13 février,
février 2021, pour vous, la cybercriminalité est devenue très concrète. Vous avez subi une cyberattaque importante qui a paralysé vos services informatiques et qui a entraîné en calvaire de plusieurs mois. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça? Alors déjà, merci à vous d'accepter de venir nous en parler, parce que c'est assez rare que des personnes acceptent de raconter par le détail leur cyberattaque, parce qu'ils peuvent craindre éventuellement un risque réputationnel ou autre. Vous avez accepté donc de nous raconter ça. Donc voilà. Donc du 12 au 13 février 2021. Bonjour. Alors peut-être en introduction, vous présenter qui nous sommes. Nous sommes une société de droit privé. C'est un secteur qui est assez peu connu en fait du grand public, très éloigné du monde de la tech qui est invité aujourd'hui. Nous gérons 90 000 logements, nous logeons 230 000 personnes, nous investissons par an 600 millions d'euros et notre chiffre d'affaires est de 500 millions d'euros. Nous avons 1300 salariés. Et dans la nuit du 12 au 13 février dernier, enfin 2021, tous nos serveurs ont été cryptés et l'essentiel de nos sauvegardes ont été détruites. Donc immédiatement, l'entreprise s'est retrouvée dans un trou noir avec une impossibilité de communiquer en interne, une impossibilité de communiquer avec nos locataires, une impossibilité de communiquer avec nos fournisseurs. Première urgence, retrouver des canaux détournés de communication à l'intérieur de l'entreprise. Le monde de la débrouille. Ensuite, deuxième urgence, payer nos salariés. Troisième urgence, maintenir le lien avec nos locataires, c'est-à-dire les quitanciers. Quatrième urgence, maintenir le lien avec nos fournisseurs pour à la fois poursuivre les chantiers que nous avons engagés, parce que certes, nous achetons les logements que nous gérons, mais aussi nous les construisons. Donc nous avons un certain nombre de chantiers que nous lançons et brutalement, nos fournisseurs se sont trouvés dans l'impossibilité d'être payés. Et par ailleurs, dans nos logements, nous avons de multiples interventions au quotidien. Lorsqu'un tuyau éclate et que nous avons besoin d'une intervention d'urgence, nous faisons appel à des petits artisans qui interviennent dans le quart d'heure pour pouvoir pallier toutes les défaillances. Et donc tout cet écosystème-là s'est retrouvé brutalement paralysé. Donc la nécessité pour nous de mettre en place en urgence des solutions détournées pour pouvoir payer les salariés, payer nos fournisseurs. Concrètement, vous avez été victime d'un rançon logiciel ? Alors, l'intrus, puisque c'est le nom qu'on lui donne, nous a demandé de le contacter à travers 3 adresses e-mail qu'il nous a adressées, ce que nous avons refusé. Ce qui est d'ailleurs conseillé par l'ANSSI et par les autres Absolument. experts de la cybersécurité. C'est à la fois sur les conseils de notre avocat, de la direction juridique du groupe. Nous n'avons pas pris contact avec les assaillants. Par contre, après, on est allé voir sur le dark web quel était le profil des gens qui ont tenté de mettre à plat l'entreprise. Mais le contact s'est arrêté là. Et pourquoi, selon vous, vous ont-ils ciblé? Parce que vous êtes une entreprise, ils ont cru que vous allez payer la rançon, comme vous fournissez un service au jour le jour et essentiel pour des milliers de personnes? Je ne suis pas convaincu qu'ils savaient qui nous étions, en fait. Je pense que c'est une industrie qui a totalement banalisé ses cibles et qui n'identifie pas un acteur plus qu'un autre, en fait. Les conséquences ont été d'autant plus violentes que pour les salariés, il y avait une forme d'incompréhension au regard de ce qu'est notre métier. Notre métier, c'est de pouvoir permettre aux foyers modestes de se loger, ce qui est quand même la priorité numéro 1 pour un foyer. Et donc, c'est une industrie dans laquelle les salariés sont extrêmement investis. Pourquoi ? Parce qu'il y a un attachement viscéral du gardien au dirigeant à l'objet social de l'entreprise. C'est loger des populations de revenus modestes dans des conditions décentes. Et donc, je ne pense pas que les intrus avaient la moindre idée de qui nous étions. Mais par contre, l'impact auprès des salariés est démultiplié. Parce qu'il y a justement une incompréhension. C'est comme pour un hôpital. J'imagine tout à fait la stupéfaction d'un chirurgien ou d'une infirmière lorsque l'hôpital dans lequel il travaille est l'objet d'une paralysie. C'est exactement la même chose. Et donc, est-ce que vous avez des sauvegardes et du coup, combien de temps vous avez mis pour restaurer votre système informatique ?
L'attaque est arrivée, donc je vous l'ai dit, dans la nuit du 12 au 13 février. Nous avons commencé à retrouver l'usage d'une partie de nos solutions au mois de juillet. Un an après, l'entreprise a retrouvé une forme de sérénité, mais tout n'est pas encore parfait. Par contre, cet événement a été pour nous un accélérateur d'investissement. Vous étiez impréparé ? Nous avions un plan de sécurisation, puisque nous avions initié en fait une énorme transformation de l'entreprise avec une révision complète de son modèle opérationnel. Et au mois de janvier, nous étions en train de déployer de nouvelles solutions, de nouveaux logiciels. L'attaque est arrivée un mois après le début de notre transformation. Donc on ne pouvait pas rêver pire alignement de planète. Je pense que si j'avais voulu construire le scénario du pire, je me serais arrêté avant le scénario que nous avons vécu. Et combien ça vous a coûté ? Aujourd'hui, j'évalue l'impact économique à peu près 50% du cash flow opérationnel. Donc, ce qui est considérable. C'est à la fois un coût de remédiation, c'est-à-dire la reconstruction à neuf de la totalité de notre architecture, des moyens d'accompagnement, parce que ce que l'on sous-estime en fait dans ces situations-là, c'est le besoin d'accompagnement des salariés. Et donc le coût que représente en fait quelque part le doublement ou le triplement des fonctions est significatif. On a besoin de les accompagner parce que le travail est double. Le travail est significatif quand vous n'avez pas accès à vos systèmes. Quand vous en récupérez l'usage, il faut à la fois assurer le quotidien, rattraper le passé, et donc c'est double peine. Donc le coût de cet accompagnement, il est très significatif. Et par ailleurs, pour nous qui quittons, le non-recouvrement de la dette, puisque nous étions pendant une période assez longue dans l'incapacité de savoir qui nous payait, qui ne nous payait pas, le coût de ce non-recouvrement est assez significatif. Alors aujourd'hui, il existe beaucoup de solutions, de plus en plus, pour permettre aux entreprises, aux organisations de se protéger de la cybermenace. Tetris en est l'une d'elles. Vous êtes une start-up basée à Bordeaux, considérée comme une des start-up les plus prometteuses dans le domaine de la cybersécurité. Votre force, c'est votre capacité à détecter les cybermenaces avant qu'elles ne frappent de manière automatique, sans intervention humaine, dans des systèmes complexes. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que vous faites ? Et c'est quoi votre technologie ? Bonjour à tous aussi, et le témoignage que je viens d'entendre, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, tout le monde croit qu'avec un antivirus, ça y est, je suis protégé. En fait, c'est complètement faux, puisque l'antivirus, comme son nom l'indique, c'est l'antivirus, c'est-à-dire il a une signature, la signature du virus. Et donc, l'antivirus que vous avez dans votre entreprise, neutralise quelque part uniquement les signatures qu'il y a à l'intérieur du système qui est placé dans vos ordinateurs. Mais le problème, c'est que les ransomware, les backdoors, ce sont des menaces inconnues et donc elles ne sont pas connues de l'antivirus. Et il faut un système pour justement neutraliser ces menaces qui sont inconnues, et c'est ce que nous faisons à Tetris, c'est-à-dire ça s'appelle un EDR, un Endpoint Detection Response, c'est-à-dire c'est un système global avec beaucoup d'intelligence artificielle, beaucoup de systèmes qui permet de se placer justement dans les systèmes des ordinateurs ou des serveurs, et quand une menace inconnue arrive, le système le prend en compte, l'analyse et le neutralise s'il voit que c'est une menace méchante, et puis le laisse passer, puisque quelquefois on a besoin d'installer un point exe dans son ordinateur, etc. Et nous, ce genre d'attaque que vous avez eu, on a eu la même chose, c'est-à-dire qu'on était déployé sur un très grand parc, normalement un parc de 50 000 machines, mais les informaticiens nous avaient placé que sur 30 000, puisqu'ils avaient estimé qu'un data center, pour des raisons métiers, pour des raisons, c'était pas très utile d'installer notre technologie. Et pareil, dans une nuit comme ça, tout a été neutralisé, le data center. Et puis bien sûr, la propagation du ransomware a fait qu'il a essayé de se déplacer sur les 30 000 autres machines. Et dans la nuit, entre 2h et 3h du matin, notre système a neutralisé automatiquement toutes ces menaces inconnues qui sont arrivées sur les postes. Et les informaticiens, le lendemain matin, quand ils sont arrivés, ils se sont dit, Tetris a sauvé
notre parc, plus de 30 000 machines, parce que sinon, là, au lieu des 20 000 qui étaient présentes, eh bien, ils avaient tout le parc anéanti. Et c'est ça la force de Tetris à l'heure d'aujourd'hui. On est extrêmement innovant puisqu'on a la neutralité automatique et sans action humaine. Et c'est ça la force, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, tout le monde détecte. Et puis là, on attend qu'un humain appuie sur un bouton pour dire « Eh bien maintenant, tu peux aller neutraliser », mais ça va beaucoup trop vite, les menaces. On n'a pas le temps de réagir, c'est fini à l'heure d'aujourd'hui. Donc là, on est dans un système temps de paix où l'ANSSI ou d'autres sociétés de services vont faire du conseil, mais en cas de cyberguerre, ça ne marche pas, quoi. Donc nous, ce que nous avons créé, c'est un anti-missile. Vous avez un missile qui arrive, eh bien, on le détruit avant qu'il s'installe à l'intérieur des machines. Et vous équipez combien d'entreprises aujourd'hui et à qui vous adressez-vous? Est-ce qu'une petite entreprise, une TPE, une PME peut aussi prendre votre logiciel ou est-ce que vous êtes plus sur les grands groupes? Alors, on a commencé par les grands groupes, on descend maintenant jusqu'à la TPE. Après, on n'a pas de souci. Quelque part, c'est comme le Covid, quoi. On peut être riche ou on peut être pauvre, on peut l'attraper. Donc, c'est pareil, un grand groupe qui a les moyens de se protéger. Mais à l'heure d'aujourd'hui, une solution comme la nôtre, c'est peu cher pour une TPE, une PME, au regard de tout ce qui peut engendrer derrière. Et le problème, je pense que c'est de la méconnaissance, parce que les gens se disent ben, j'ai l'antivirus, alors c'est bon. Voilà. Je pense qu'on est encore dans ce concept des fins des années 80 ou 90, hein, où les antivirus à cette époque-là étaient complètement nécessaires. Mais à l'heure d'aujourd'hui, les pirates, les gangs, les cybermercenaires, etc., eux, ce qu'ils font, c'est ça. Ils bypassent tous les antivirus du monde en moins d'une heure. Vous êtes combien dans le monde à savoir faire ça, justement, la détection avancée des cyberattaques en amont et de manière automatisée? Alors, nous, nos plus gros concurrents sont américains et israéliens. On est les seuls en France à faire de la neutralisation automatique et sans action humaine depuis 2015. Et notre plus gros concurrent, justement, a commencé à le réaliser en janvier l'année dernière. Donc, face à ça, on est extrêmement innovant. On aimerait avoir justement bien plus de clients, bien plus d'aide, quelque part, j'allais dire, d'acheter nos solutions sur le territoire national et puis bien sûr aussi en Europe, hein, pour justement devenir un leader. Hein. C'est l'objectif de Tetris, en tous les cas. Alors, il y a encore beaucoup de travail aujourd'hui à faire dans la cybersécurité. Il faut trouver des solutions de sécurisation à l'échelle de secteurs entiers. Et c'est aussi notamment l'enjeu du campus cyber dont vous êtes le directeur général délégué, Yann Bonnet. Donc, parlez-nous un petit peu de ces enjeux de créer toutes ces nouvelles solutions, parce qu'aujourd'hui, on est quand même un petit peu au tout début de la lutte, quoi. Donc, il y a encore beaucoup de choses à construire. Oui, exactement. Et on voit que, on a vu à travers votre témoignage, ça concerne en fait tout le monde. La question, c'est plus de savoir si on va être attaqué, c'est quand est-ce qu'on va être attaqué, est-ce qu'on est préparé, est-ce qu'on a acheté les bons outils, est-ce qu'on a les bonnes compétences dans l'entreprise, les bons prestataires en cas d'attaque, est-ce qu'on s'est préparé au pire, au moment où on n'a plus rien, et comment on évite ça. Voilà. Donc l'idée face à la menace qui est vraiment grandissante, en fait, ça a été de mettre en place ce campus. Donc ça c'est suite à une mission qui a été confiée à Michel Vandenberg, qui est l'ancien président d'Orange Cyberdéfense et qui est maintenant le président du campus cyber, qui a été missionné en 2019 par le président de la République pour voir comment on pouvait fédérer l'écosystème pour mieux faire face à la menace. C'est ça, hein, la raison d'être du campus, c'est fédérer l'écosystème pour mieux protéger notre société qui se numérise et pour faire rayonner l'excellence française au niveau international. Donc concrètement, ça veut dire que des banques se mettent ensemble pour travailler sur des solutions pour sécuriser la banque et d'autres dans l'énergie, dans d'autres secteurs, quoi. Exactement. En fait, l'idée, c'est de penser en fait écosystème. C'est de dire, face à cette menace, on a besoin d'intelligence collective pour faire face à ces gangs, ces hackers qui commencent à peser, qui commencent à poser des problèmes à la fois économiques. Hein, il y a des enjeux économiques qui sont énormes. On le voit quand les incidents arrivent, mais aussi des enjeux de confiance dans l'utilisation des services numériques qu'on souhaite à travers tel ou tel business. Donc les enjeux derrière, donc l'idée c'est vraiment de fédérer les acteurs. Donc derrière le campus cyber, en fait c'est un
lieu totem. Donc on a 26 000 m², 13 étages. On va y retrouver plus de 1600 experts de la cyber. Tous les meilleurs talents en fait, de France seront là. Donc on a à la fois des acteurs business, on a des startups, des pépites comme Tetris qui sont très prometteuses. On est très fiers d'avoir Tetris sur le campus. On a aussi des grands groupes. On a la moitié du CAC 40 qui est aussi sur le campus. On a des acteurs de la recherche, le CNRS, l'INRIA, l'IMT, le CEA. On a aussi plein d'écoles. Et l'idée, c'est en fait cette vision de fédérer l'écosystème. On est aussi assez convaincu avec Michel Vandenberg que ça ne va pas se faire naturellement. Une des convictions qu'on a, c'est de se dire qu'on a besoin en fait de ressources mutualisées, ce qu'on a appelé des communs de la cyber, qui sont des ressources qui vont permettre à tous ces acteurs, ces différents mondes, j'allais dire, de travailler plus ensemble pour faire barrage à cette menace. Et donc voilà. Donc concrètement, on a 3 grands défis, j'ai envie de dire. Le premier, c'est le défi des talents. On est dans un moment où on est en pleine pénurie de talents. En France, il y a à peu près 15 000 postes qui sont non pourvus, c'est énorme, actuellement. Donc on a un problème d'attractivité des métiers de la cyber. Non pas qu'on soit pas, on est plutôt bien payé, mais en termes d'image, l'image de l'expert cyber, c'est le jeune avec la capuche devant son écran, ça attire pas. Et donc ça, on va travailler, on a des différentes idées avec différents acteurs pour travailler là-dessus. Attirer des talents féminins, parce qu'on a très peu de talents féminins, on a moins de 11% de femmes dans le domaine de la cyber, donc on doit casser les codes. On a un deuxième défi qui est l'innovation. Donc accélérer le transfert de la recherche vers les industriels. Et puis on a ce défi des opérations sur le fait de comment on répond le plus rapidement possible quand il y a des attaques. Donc on a en quelque sorte des cyberpompiers qui sont au niveau du campus et qui peuvent intervenir quand il y a une attaque. Voilà. Donc les ressources mutualisées, là aussi concrètement, ça fait plus d'1 an. On a ouvert il y a 1 mois à peu près. Et il y a plus d'1 an, on a lancé des premiers groupes de travail pour travailler justement avec ces acteurs de l'écosystème pour construire ces ressources mutualisées. Et par exemple, deux exemples, c'est par exemple une base de renseignement cyber. C'est un peu comme sur une scène de crime. En fait, on collecte un peu les traces ADN des cybercriminels et on se les partage pour mieux les détecter. Et là, on est plus intelligent collectivement. Une autre base de recherche de ressources mutualisées sur laquelle on travaille, c'est justement sur les sujets d'intelligence artificielle. On essaye d'automatiser au maximum pour aider à des réponses comme celle de Tetris qui permettent de construire, de répondre automatiquement suite à des attaques. Alors justement, vous avez parlé de la question des talents qui est un peu cruciale, des compétences. Donc c'est un secteur qui souffre de manque de compétences, enfin de personnes pour occuper les postes. Comment du coup, quand on est une entreprise, enfin une organisation, comment est-ce qu'on gère cette question-là? Vous, par exemple, votre cyber aujourd'hui, comment vous la traitez? Il est évident qu'au regard de notre taille, internaliser un certain nombre de compétences, c'est inaccessible. Donc il s'agit de trouver le bon réseau de partenaires avec lequel nous créons en fait ensemble un réseau qui nous permette nous d'atteindre les niveaux de sécurité que l'on souhaite. Mais il est difficile d'internaliser aujourd'hui un certain nombre de compétences parce qu'elle est rare et elle est extrêmement chère. Et au regard de ce que sont nos priorités, c'est quand même de construire du logement, même si aujourd'hui, au sein de l'entreprise, les budgets cyber, les budgets de sécurité au sens large sont sanctuarisés. Et ça, je pense C'est pas le cas pour toutes les boîtes, par contre. Ça, c'est une des leçons des événements que nous avons vécus, c'est que ces éléments-là doivent être sanctuarisés. Mais on est en permanence obligé de faire un arbitrage entre le faire et le faire faire. Et sur ces sujets-là, le faire faire est, heureusement ou malheureusement, je n'ai pas la solution, mais est le choix que nous avons dû faire.
Et vous, du coup, chez Tetris, vous recrutez énormément. Vous êtes à plus de 300 salariés, je crois. 240. 240. Et vous allez passer à 300 d'ici la fin de l'année, c'est ça? Oui, c'est l'objectif, oui. D'accord. Et du coup, donc, vous recrutez énormément et vous avez l'ambition de grossir encore plus. Comment vous abordez cette question des talents? Comment vous les attirez chez vous, alors que justement les talents cyber sont courtisés partout? Il y a aussi une course entre... Enfin, beaucoup sont débauchés très rapidement aussi. Comment on les fidélise aussi? C'est toute la difficulté, c'est la culture, les valeurs de l'entreprise. C'est aussi l'avantage, c'est que nous sommes éditeurs d'une solution de cyberdéfense et donc la contribution de créer du code, de savoir que son code est potentiellement dans une machine pour aider à la cybercriminalité, enfin lutter contre la cybercriminalité. Ça, c'est ce qui est extrêmement important à Tetris. Et puis aussi, c'est de créer un leader français en Europe. C'est créer aussi des emplois, de l'économie. Donc on a effectivement toute une bande de jeunes, même de moins jeunes, qui ont quitté certaines entreprises, des entreprises étrangères, pour venir justement soutenir, j'allais dire entre guillemets, le drapeau, pour aider puisque c'est ça, on monte cette société pour qu'elle devienne un leader. C'est un travail rude, tous les entrepreneurs peuvent en témoigner. Donc il faut à chaque fois construire une marche, attendre qu'elle soit bien solide, et puis après on en construit une deuxième, etc. Et puis l'ascenseur n'existe pas dans une entreprise, donc on est obligé de faire étape par étape et construire la société. Et tous ces jeunes et moins jeunes qui viennent chez nous, effectivement, il faut les fidéliser parce qu'ils sont extrêmement sollicités par nos concurrents français, mais surtout par les concurrents étrangers qui commencent à venir les chercher en France, et puis avec le remote et puis le Covid, à leur offrir des salaires made in USA, quoi, j'allais dire. Et bien souvent, c'est tentant. Il y a beau avoir les valeurs, la culture, mais l'argent fait basculer la tête. Donc il faut suivre. Donc il faut suivre, il faut faire attention, il faut être toujours un petit peu au-dessus du marché, et puis voilà, quoi. Mais c'est vrai qu'actuellement tout le monde est sollicité de façon à la limite, j'allais dire anormale, quoi. Et vous-même, on a voulu vous racheter, parce que du coup ça peut être tentant de vouloir vous racheter. Alors nous, l'objectif avec Laurent, nous on vient du service public, hein. Donc notre idée, c'est la vraiment... DGSE plus précisément. Ouais, voilà. Et notre idée, c'est vraiment pas de se faire racheter, c'est que Tetris existe, qu'on ait un leader français sur le territoire, et puis bien sûr en Europe. Et ça, c'est vraiment notre objectif. Se faire racheter, c'est pas notre idée. Alors bien sûr, moi je vais pas travailler jusqu'à 90 balais, je sais même pas si je vais aller jusque là, mais tant qu'on sera vivant et aux manettes, quoi, j'allais dire, eh bien, ce ne sera pas notre objectif. Et on est en pleine campagne présidentielle. Qu'est-ce qu'il manque pour développer l'écosystème de la cyber aujourd'hui? Si vous devez faire passer un message aux candidats à la présidentielle, ce serait quoi? Moi, je dirais, on veut qu'il y ait des leaders en France, et on veut qu'il y ait des leaders, qu'il y ait des grands champions, etc. Eh bien, qu'on leur passe des commandes. Voilà, tout simplement, qu'on leur passe des commandes. Moi, personnellement, je veux bien je fais rentrer des investisseurs, etc. Je veux bien diluer mon entreprise, c'est pas un souci, mais qu'on nous donne des contrats, quoi. Voilà. Moi, j'ai pas l'impression d'être soutenu par mon pays. En fait, on se débrouille tout seul en permanence. Voilà. On espère que le message est passé et on arrive au terme de la table ronde. On a encore 20 secondes. Peut-être si vous avez peut-être un petit mot, Yann, une demande. Je pense que on voit que ça concerne tout le monde, qu'on a besoin de talent. On a besoin en fait d'éduquer plus, de sensibiliser beaucoup plus largement, de faire peut-être des campagnes nationales encore plus fortes pour préparer le terrain, parce que là encore, le jour où ça arrive, c'est vraiment compliqué à gérer. Et donc sensibiliser au maximum, comme on commence à le faire, mais de façon encore plus large. Je conclurai sur la même idée, en fait. Il y a un besoin de sensibilisation et d'éducation permanent sur le risque qui reste colossal et dont les impacts, vous les avez mesurés à travers ce que j'ai exprimé, peuvent mettre à terre les plus belles entreprises. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, avec la sensibilisation. On fait passer toute la responsabilité sur l'utilisateur, mais en fait, il n'y a qu'un seul problème, c'est Windows,
qui est une vraie passoire numérique. Et du coup, si vous ne mettez pas les bons outils en face pour justement créer de la cyberdéfense, eh bien l'utilisateur, vous pouvez, même moi je peux potentiellement me faire avoir, tout le monde peut se faire avoir. Et le problème, c'est ce qu'il y a à l'intérieur des ordinateurs. Et on met tout sur le dos de l'utilisateur et franchement, ça me fatigue. Merci beaucoup à tous les trois pour votre franchise et votre ouverture d'esprit sur le sujet. Merci madame, merci beaucoup messieurs. Vous nous avez bien fait flipper en tout cas avec vos exemples les uns et les autres. Monsieur Ogliaro, on sait bien votre place pendant quelques minutes et merci d'avoir partagé votre exemple. Je pense que tout le monde va contacter Tetris ou chercher des solutions d'ici demain pour voir comment s'en prémunir.